Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous parler du chapitre 7 du livre Si l'ésotérisme m'était conté, tome 1. Dans ce chapitre, je traite de la notion d'information, qui est un autre nom de ce que les traditions appellent des rayons. Et puis je vais parler également du son, car on va voir que le son permet de propager cette information. Alors déjà, qu'est-ce que c'est que cette notion d'information? Pourquoi elle a été rajoutée par certains scientifiques? La génération de tout ce qui existe est basée sur des lois d'interaction fondées sur le transfert et la transformation de l'énergie. Ces lois n'expliquent pas comment les particules se structurent pour former des objets de plus en plus complexes, galaxies, étoiles, cellules, organismes. L'information est à la base de chaque création, de chaque fabrication, de chaque action. La matière, l'objet et le symptôme n'en sont que le résultat. Elle n'est ni masse ni énergie, mais elle a besoin de la masse et de l'énergie comme support. L'information est le facteur réel et effectif gouvernant les processus évolutifs dans absolument tous les domaines de l'univers connu, appelé aussi information ou information pour préciser que cela donne forme au destinataire. Donc l'information n'est ni énergie ni matière, mais c'est ce qui va permettre à l'énergie et la matière d'entrer en état d'existence, donc dans un état en acte, d'après la terminologie d'Aristote. Alors que l'information, elle, est dans un état d'être, c'est-à-dire un état en puissance. Donc c'est cet état en puissance qui est la cause de cet état en acte. Donc c'est l'information, c'est la cause de la manifestation, et cette manifestation se fait à l'aide de l'énergie et de la matière. Donc l'énergie et la matière sont la concrétisation d'une information, la manifestation d'une information qui contient le plan, la structure de ce qui doit être manifesté. En utilisant la technique de convertographie, le docteur Dumitrescu a mis en évidence deux phénomènes. Le premier phénomène, qui s'appelait Display of External Field, bien en coupant un morceau d'une feuille, il s'est rendu compte que grâce à sa technique de convertographie, il était capable de visualiser la partie manquante de la feuille. Alors qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, cela signifie que même s'il n'y a plus de matière, eh bien, il est quand même capable, grâce à son procédé, de voir, il y a quand même une information quelque part qui permet de voir que cette feuille était là à un moment donné. Donc l'information existe même si la matière n'existe plus. Dans son deuxième procédé, qu'il appelle le Display of Internal Field, il a fait un trou à l'intérieur de la feuille et il s'est rendu compte que dans ce trou, il pouvait visualiser la forme complète de la feuille. Donc dans un endroit où il n'y a pas de matière, on est capable de visualiser l'information de la forme complète de la feuille dans laquelle ce trou a été fait. Tout cela pour dire que même s'il n'y a pas de matière, c'est que quelque part, il y a cette information qui existe. Et donc il existe donc bien une information vivante qui se traduit par la forme, car c'est ce qui va donner la forme, qui est différente de l'énergie et qui devrait se dire en formation, qui signifie donner forme. Alors une autre expérience est aussi très intéressante pour montrer cette notion d'information, montrer que ce n'est pas que quelque chose de théorique, mais qu'on peut le visualiser concrètement par certaines expériences scientifiques. Cette expérience en 3 étapes. Dans la première étape, des photons, c'est-à-dire des grains de lumière, des petites particules de lumière, sont mises dans un tube de verre vide, et donc dans lequel on a retiré tout l'air. Et là, on constate que les photons se dispersent dans ce tube de verre. La phase 2 de l'expérience consiste à mettre une molécule d'ADN à l'intérieur de ce tube de verre. Et là, on constate que tous les photons vont s'agglomérer sur la molécule d'ADN. Dans l'étape 3, on retire la molécule d'ADN, mais là, on peut constater que les photons restent au même emplacement que si la molécule d'ADN était précédemment. Ce qui signifie que même s'il n'y a plus physiquement de molécules d'ADN, eh bien, pendant plusieurs jours, une trentaine de jours, si ma mémoire est bonne, ça a pu arriver jusqu'à une trentaine de jours,
eh bien, il y a quand même l'information que cette molécule d'ADN était présente, car les photons de lumière font comme si cette molécule d'ADN était encore là. Donc le champ d'information qui soutient la matière agit sur le monde environnant, car même s'il n'y a plus de matière, eh bien, il y a quand même une action de cette information. Alors on pourrait aussi se dire que si l'homéopathie fonctionne, certains scientifiques disent que l'homéopathie ne peut pas fonctionner car il n'y a aucune matière, car plus on dilue, eh bien moins il y a de matière à la fin. Eh bien, on pourrait retourner l'argument en disant que justement si l'homéopathie fonctionne, c'est parce que c'est grâce au fait qu'il n'y a pas de matière, mais c'est juste qu'il reste l'information que la matière était là. Donc ce qui agit en homéopathie, ce n'est pas la matière physique, c'est juste l'information qu'il y a eu cette matière. Alors parlons maintenant de ce que les traditions appellent des rayons. Il y a 7 groupes principaux de tels dianchoments. Ils sont les 7 rayons primordiaux. Les rayons ne sont que les formes primordiales de certaines vies qui portent dans leur cœur toutes les semences de la forme. Les hiérarchies sont les multiples groupes de vie à tous les stades de développement et de croissance qui utiliseront les formes. Les rayons sont des véhicules et sont donc des récepteurs négatifs. Les hiérarchies sont les utilisateurs des véhicules. Donc en fait, les rayons, c'est de l'information et cette information peut être utilisée par toutes les vies présentes qui peuvent les intégrer et les utiliser. La seule chose à savoir, c'est qu'un rayon est neutre et suivant s'il est bien intégré ou mal intégré, eh bien, il peut y avoir des conséquences totalement différentes. C'est-à-dire, ça peut être, si c'est mal intégré, eh bien, ça va accentuer un défaut, alors que si c'est bien intégré, ça va permettre d'accentuer une qualité chez un être. Il y a toujours le 7 pour les traditions, 3 rayons principaux, 4 rayons, 4 sous-rayons. Et donc chaque rayon a ses caractéristiques. Certains rayons sont en manifestation depuis plusieurs centaines d'années. D'autres vont commencer à se manifester l'année prochaine. Par exemple, ce rayon 4, qui est l'harmonie par le conflit, et c'est aussi l'harmonie en reliant le bien et le mal en quelque sorte, c'est-à-dire en équilibrant. Le conflit, ça veut dire justement équilibrer ce qui ne va pas, c'est-à-dire prendre les divergences et les amener à converger en quelque sorte. Et donc il va y avoir un rayon qui va rentrer en manifestation justement pour essayer d'harmoniser tous ces conflits et de rentrer à l'équilibre. Donc il faut considérer ces rayons comme en quelque sorte de l'information, comme si suivant si la personnalité est évoluée ou pas, et suivant comment la personnalité va intégrer ce rayon, cela pourra l'aider dans son évolution, ou alors si elle est encore en résistance, si cette personnalité n'est pas encore vraiment évoluée, ça pourra augmenter ses défauts. Alors maintenant, parlons de la notion du son. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était en Dieu, et le Verbe était Dieu. Évangile de Saint Jean. Le Verbe, c'est le Logos, donc j'en ai parlé précédemment pour les traditions. Quand on se manifeste, le plan le plus haut, c'est ce qui est appelé le plan logoïque. Le Logos, c'est alors qu'au-dessus, nous sommes dans un plan, ce qu'on pourrait appeler en puissance. Et bien à partir du moment où ça va se manifester, que l'unité va se manifester, c'est dans ce plan, c'est le Logos. Et là, il y a ce son, ce verbe qui rentre en action. Alors pourquoi ce verbe? On voit aussi que la notion de personne, le mot personne, est composé de 2 syllabes, per et sona, qui signifient ce par quoi le son vient.
Donc la personnalité qui correspond à ces 4 sous-plans, physique, éthérique, astral, mental, bien, sont aussi quelque chose où le son va arriver. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Bien, tout simplement, ça veut dire que le son permet de transformer de l'information et de créer des formes qui vont être utilisées. Donc pour descendre dans les plans de manifestation, bien c'est un son qui va se déclencher et qui va permettre d'aller dans un état en acte, d'aller dans un état en manifestation, d'aller se manifester dans les plans inférieurs. Et pour montrer là aussi que le fait que le son crée des formes n'est pas quelque chose de théorique, bien, il y a eu plusieurs expériences, par exemple l'expérience d'Ernest Chladni, bien, sur des disques de cuivre, il a mis du sable et en appliquant certains sons, eh bien, il s'est rendu compte qu'il y avait des formes qui se créaient et que ces formes n'étaient absolument pas aléatoires. Donc ces formes se formaient grâce au son. Et suivant les différents sons qu'il mettait, eh bien, il avait différentes formes mais qui n'avaient rien d'aléatoire. Et cette expérience a été reproduite par le docteur Hans Jenny, mais en utilisant des fluides. Et il a obtenu exactement les mêmes résultats que précédemment Ernest Chladni. Tout cela pour dire que le son bien, permet de créer les formes. Donc c'est ça qui va permettre de descendre dans la matière et de faire manifester ces formes. Alors pour les traditions, il y a 2 sons primordiaux, on pourrait dire, principaux, qui se traduisent par le Om, sauf que ça ne s'écrit pas de la même manière. Il y a le premier Om, A-U-M. Notez que je sépare chaque aspect de ce triple son, très important, il y a 3 sons, 3 lettres, fait descendre l'aspect âme-esprit sur le plan physique et liant par la force de sa vibration rayonnante. Donc en fait, pour les traditions, le premier son, c'est-à-dire le son qui va permettre de descendre dans la matière et de créer l'humanité qui est triple, on le verra, trinité. Je ferai une vidéo complète sur ce sujet pour vraiment bien comprendre cette triple évolution de l'humanité, en quoi c'est important, cette triplicité. Donc ce qui va créer l'humanité, l'humain qui est triple, c'est ce son Om, A-U-M, triple son. Par contre, le Om, O-M, correctement énoncé, libère l'âme du domaine du mirage et de l'enchantement. Ce n'est pas un son triple, comme le Om, A-U-M, mais un son double, indiquant la relation de l'esprit et de l'âme, de la vie et de la conscience. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que quand l'humanité rentre en jeu, donc va commencer à prendre naissance, c'est à partir de ce son triple, car l'humanité est issue de l'évolution, du croisement de 3 évolutions. Mais par contre, quand cette humanité, ce règne humain va se terminer, va avoir maîtrisé son règne humain, et donc va monter dans le règne spirituel, et bien là, il va y avoir un son double, car là, dans le règne spirituel, il n'y a plus besoin de la partie corps, il y aura juste l'âme et l'esprit. Donc ça ne sera plus quelque chose d'une triplicité, mais il y a juste besoin d'un son double. Donc ce premier son, c'est celui qui va donner naissance au règne humain, alors que le son OM, c'est celui qui va permettre à l'être humain de se séparer de son corps, car en fait il a maîtrisé, donc il n'en a plus besoin pour passer dans le règne spirituel, le règne qui est au-dessus du plan causal, bouddhique, atmique. Alors cette information, on la retrouve aussi dans différents procédés, différentes techniques. Par exemple, en astrologie, au moment où chaque être naît, les planètes vont avoir un certain emplacement dans le ciel, dans les constellations. Et bien, certains astrologues seront capables, grâce à cet emplacement, de déterminer
certaines caractéristiques des individus qui sont nés à ce moment-là, parce que les planètes, en quelque sorte, l'extérieur reflète notre intérieur. Qu'est-ce que cela signifie? Ça veut dire que quand nous naissons, eh bien, tout notre entourage est créé en fonction de ce que nous avons à vivre. Et donc, les planètes, en quelque sorte, vont nous indiquer nos potentialités, nos défauts, nos problématiques, nos points à régler, nos forces, nos faiblesses, etc. Donc il va y avoir toute cette information va être décrite, mais pas de manière aléatoire, mais de manière très structurée. De la même manière, aujourd'hui, nous sommes dans un moment de pleine dualité. Pleine dualité, et ce qui fait que en dehors de nous, nous avons, les traditions nous parlent d'un aspect lunaire. L'aspect lunaire, c'est en fait tout ce que nous avons à maîtriser. En quelque sorte, la Lune, c'est rempli de tout ce qui n'a pas été, qui n'a pas évolué dans la précédente chaîne planétaire. C'est-à-dire, c'est en gros tout ce qui nous reste à transmuter, tout ce qui nous reste à faire évoluer. Alors que le Soleil, l'aspect solaire, c'est ce qui est au-devant de nous. Aujourd'hui, quand nous regardons dans le ciel, même si ces deux astres ne sont pas la même taille, mais tout simplement parce que la distance, le ratio entre leur distance et leur diamètre est quasiment identique, on a l'impression que ces deux astres ont la même taille. Ben, cela génère en nous une dualité, car il y a une dualité qui nous ramène à quelque chose, qui nous ramène vers nos problématiques, tout ce que nous n'avons pas encore dépassé, tout ce que nous avons à maîtriser, tout ce que nous avons à décristalliser en quelque sorte, et la partie solaire qui nous appelle. On sait qu'il y a quelque chose qui nous appelle, on ne sait pas quoi, mais on sait qu'il y a quelque chose vers laquelle nous devons nous diriger, ou du moins nous sommes appelés. Mais nous avons cette notion de dualité, car quand nous essayons de monter, eh bien, il y a quelque chose qui nous rattache à la matière. Eh bien, vous voyez que dans l'extérieur, le Soleil a la même taille que la Lune, en fait, pour nous. Ça montre que nous sommes vraiment dans cette pleine dualité. Donc c'est à l'être humain de faire le choix, de savoir est-ce qu'il va être capable de se laisser guider par sa partie solaire, ou est-ce qu'il va tomber vers sa partie lunaire, c'est-à-dire se laisser aller vers les désirs et ne pas réellement chercher à évoluer. Tout notre extérieur ne fait que refléter notre intérieur. Il y a une expérience très intéressante qui s'appelle de la double fente en mécanique quantique qui permet de le montrer, qu'une conscience, c'est ce qui va permettre de concrétiser un choix, concrétiser une potentialité. Dans cette expérience est toute simple. Il y a eu des billes de matière qui ont été envoyées à travers deux fentes, et quand on envoie ces billes de matière à travers les deux fentes, eh bien on voit deux traits sur le mur qui est derrière ces fentes. Là-dessus, tout le monde trouve ça normal. Quand on envoie des électrons dans ces deux fentes, on voit ce qu'on appelle un schéma d'interférence. Donc là, c'est normal parce que les électrons se comportent non pas comme des corpuscules, comme de la matière, mais comme des ondes. Donc c'est un peu comme ce schéma-là le montre, donc ça fait ce qu'on appelle un schéma d'interférence. Mais sauf que là, quand ce sont des électrons qui passent par ces deux fentes, on ne sait pas, quand on voit le résultat final, par où chaque électron va. C'est-à-dire, là, dans ce cas-là, on sait que tous les électrons qui sont allés à gauche vont former cette ligne, ceux qui ont été à droite vont former cette ligne, mais là, on n'a aucune idée de où vont aller chacun des électrons. Donc les scientifiques se sont dit, on va mettre une caméra, donc un observateur, pour essayer de voir où va chaque électron. Et en faisant ça, à partir du moment où il y a un observateur, eh bien, ils se sont rendus compte que les électrons ne se comportaient pas comme une onde, comme précédemment, mais comme des billes de matière. Tout cela pour dire qu'à partir du moment où il y a un observateur, eh bien, il n'y a plus
de schéma d'interférence, donc c'est plus de la potentialité, c'est quelque chose de concret, il y a un choix qui est fait. Donc les électrons ont fait un choix, soit ils sont passés à gauche, soit ils sont passés à droite, mais ils ne se comportent plus comme des ondes, comme c'était le cas précédemment. Donc tout cela, et cela a montré que un observateur n'est jamais neutre, car on voit que là, l'observateur, rien que par le fait qu'il observe, il interfère sur l'expérience, car quand il n'est pas là, eh bien, ces électrons se comportent comme des ondes, mais à partir du moment où l'observateur est là, eh bien, ces électrons ont fait un choix et se comportent comme des billes de matière. Donc, tout ça pour dire que c'est la conscience qui va créer, qui va transformer une potentialité et la concrétiser. Et donc, à chaque fois que nous naissons, eh bien, autour de nous, la vie que nous avons bien, sera faite en fonction de ce que nous aurons à vivre. Et si de nos jours, le Soleil et la Lune ont la même taille, eh bien, plus tard, quand les êtres humains auront largement évolué, je suis persuadé que le Soleil aura une taille beaucoup plus grande dans le ciel que celui de la Lune, parce que cela montrera que justement, il n'y a plus cette dualité, ou du moins qu'elle est beaucoup moins forte, parce que la partie esprit aura vraiment beaucoup évolué à ce niveau-là. Alors que là, nous sommes vraiment dans un entre-deux, en quelque sorte. Alors pour résumer, il y a une interconnexion entre la matière, l'énergie et l'information. L'information utilise l'énergie comme intermédiaire afin de donner une forme à la matière. Lorsqu'il y a de grandes dilutions, comme dans l'homéopathie, le principe qui agit n'est pas la matière, qui est peu présente, mais l'information. Quand les traditions parlent de rayons, il faut traduire le mot par information. Tout rayon contient une information qui remplit l'espace. Cette information est en quelque sorte l'idée en puissance qui est sous-jacente à toute concrétisation en acte. Pour l'humanité actuelle, les 7 rayons dont parlent les traditions correspondent à l'information issue de 7 groupes humains originaux. Le son est une information en cours de manifestation. Le mot personne est constitué de 2 mots, per et sona, qui signifient ce par quoi le son vient. Donc la personnalité est également un moyen de manifester une information. Le mot aum, AUM, représente l'entrée en manifestation de l'être humain triple, issu du croisement de 3 évolutions. Le mot OM, OM, représente la sortie de l'être humain du plan matériel. Lorsque l'être humain redevient double et non plus triple, il est uniquement constitué d'une âme et d'un esprit, car son corps n'est plus nécessaire. L'astrologie donne une information sur un individu en se basant sur l'information présente à son jour de naissance. Les astres ont une influence mais n'imposent pas leur volonté. Plus un être humain est évolué, et plus il lui est facile de se soustraire des influences des astres. L'expérience de la double fente en mécanique quantique permet de comprendre qu'un observateur n'est jamais neutre. Le fait d'observer co-crée l'environnement dans lequel interagit l'observateur. C'est la raison pour laquelle chacune des consciences est co-créatrice de son environnement extérieur. Tout ce qui est à l'extérieur de nous n'est que le résultat de ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Si un individu veut changer sa nature, il lui faut donc changer son état d'être intérieur et ses pensées. Merci de votre attention.